Bonjour, je me suis souvent promené autour de Gréoux-les-Bains, Manosque, le plateau de Valensole et au bord du Verdon et de la Durance. J'ai rencontré l'univers d'un grand écrivain, Jean Genot. Comme je suis confiné dans un contexte épidémique, à la maison, j'ai décidé de faire son portrait. Au fait, qui est Jean Genot? On va dans son univers. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Qui est vraiment Jean Genot? Il est installé dans les Basses-Alpes. Il est d'origine italienne par son père. Jean-Antoine, de métier cordonnier, c'est un homme à la fois humain et idéaliste. Sa mère Pauline, pour ça, est d'origine picarde et dirige son atelier de repassage. La famille est modeste. Il est né le 30 mars 1895, du nom de Jean Fernand Genot. Son enfance a pour théâtre Manosque et ses environs. Il est en seconde au lycée, mais il doit partir pour travailler et aider sa famille. Il a 16 ans. Il trouve un emploi de coursier à la banque de Manosque. Jean Genot est passionné de littérature gréco-latine. Il commence à écrire des poèmes tout en gardant son emploi à la banque. Lucien Jacques est un homme qui écrit lui aussi. Fils de cordonnier, il a vécu toute sa vie en état de poésie. Chroniqueur dans la revue marseillaise La Criée. Il découvre Jean Genot, un poète génial. Il le publie et le fait connaître, et l'aide dans ses premiers pas de romancier. On dira qu'il a été le sourcier de Jean Genot. La violence humaine arrive. Sa jeunesse est plongée dans l'enfer de Verdun à l'âge de 20 ans. Son meilleur ami est tué à ses côtés. Rescapé des tranchées, le Manosquin a toute sa vie durant été marqué par cette terrible expérience. Citation de Jean Genot. « Je ne peux pas oublier la guerre. Je le voudrais. Je passe des jours ou 3 sans y penser. Et brusquement, je revois, je sens, je l'entends, je la subis, de tout bord. 20 ans ont passé, et depuis 20 ans, malgré la vie, les douleurs et le bonheur, je ne suis pas lavé de la guerre. L'horreur de ces 4 ans est toujours en moi. Je porte la marque, tous les survivants portent la marque. Le texte est tiré, je ne peux pas oublier. Il est de retour de la guerre, en 1919. Genot retrouve sa ville, Manosque et son emploi à la banque. Il perd son père en avril 1920. Dans la même année, il épouse Élise Morin en juin. Jean Genot aime la plume. Il écrit inlassablement.
avec plaisir. En 1923, il est sur un roman, Angélique, qui restera inachevé. Il publie des poèmes en prose dans la revue marseillaise La Criée. Un an a passé. Lucien Jacques, son ami, publie Accompagné de la flûte, des poèmes en prose au cahier des artisans. Il y a de la joie dans la famille Genot. On est en 1926, naissance d'Aline, sa première fille. Un an après, Jean Genot devient sous-directeur de l'agence de Manosque. Son envie d'écrire est toujours présente. Il finit un roman, Naissance de l'Odyssée. Il sera publié plus tard chez Grasset en 1930. En janvier 1928, il envoie à l'éditeur Grasset une partie du texte du roman de Colline. Ce roman est d'une admirable poésie. L'éditeur accepte. Le livre est un succès. Tout en continuant à travailler à la banque, Jean Genot enchaîne l'écriture. Un beau Mugne, Regain, qui formeront avec Colline la trilogie de Pan. En 1929, marque le tournant majeur de la vie de Jean Genot. Il est devenu un écrivain qui compte. Les éditeurs se le disputent. La banque qu'il emploie décide de fermer. S'il veut conserver son poste, il doit quitter la ville. Il prend la décision audacieuse de vivre de sa plume. En novembre 1929, il démissionne de son poste. En mars 1930, Jean Genot achète une maison au pied du Mont d'Or, qui domine Manosque, la maison du Paris, où il va passer le reste de sa vie à composer toute son œuvre. Dans l'élan, il va écrire Présentation de Pan, Poème d'Olive, Manosque des plateaux, Le serpent d'étoiles, L'intransigeant. En 1931, la parution de Regain, qui sera l'un de ses livres les plus vendus, Jean Genot aborde la Grande Guerre de 1914 avec la parution du Grand Troupeau. Il dénonce les massacres de ce conflit. Et la parution du Serpent d'étoiles, le récit onirique d'une grande fête de bergers. Comme beaucoup d'écrivains et d'artistes de sa génération, Jean Genot a été tenté par le cinéma. En 1932, il signe avec Marcel Pagnol un contrat pour l'adaptation au cinéma de ses deux premiers romans. Geoffroy, Angèle, Regain, La femme du boulanger. Même si Jean Genot aime guère les films de Marcel Pagnol tirés de ses livres. Lucien Jacques et Jean Genot, on les verra souvent ensemble dans leur quête de poésie et de souvenirs. Ils étaient indissociables. Leur amitié durera 40 ans. Tous les deux, ils ont été adeptes de la station thermale de Gréoux-les-Bains. Jean Genot dira « Je ne connais pas d'endroit plus guérisseur de l'ennui que Gréoux. De même que cet endroit béni guérit le rhumatisme avec de vieux remèdes, des eaux plus anciennes que le monde. » Genot se sent un homme de gauche. Il se rapproche du Parti communiste, qui sont pacifiques, au contraire du fasciste qui sont militaristes. En 1932, il publie Jean le Bleu. Il écrit notamment « Il n'y a pas de gloire d'être français, il n'y a qu'une seule gloire d'être vivant ». Considéré comme écrivain du folklore provençal, Jean Genot joue avec les mots comme un peintre compose avec la couleur. Il est de ceux qui nous a parlé de la façon la plus proche comme ces mots sur le paysage de sa région. Pourtant, il détestait la littérature régionaliste. Il nous répond n'avoir mis aucune cigale dans son œuvre. Ne croyez pas aux peintres qui fourrent dans ce pays-ci le rouge sang, le jaune d'or, le vert vinaigre, tout est gris, texte tiré de Jean Genot, Provence.
Jean Genot aimait ce lieu, Contadour. Un jour, en se promenant afin de faire découvrir à ses amis, il les amène faire une randonnée sur la montagne de Lure. Il admire beaucoup cette région qu'il a parcourue. En arrivant au lieu dit, Contadour, Genot se blesse et le groupe est immobilisé. Ils choisissent d'un commun accord de rester ici au hameau pendant plusieurs jours. Le groupe se ressource, philosophe, aussi fasciné par l'endroit, il décide d'acheter un vieux moulin. Les rencontres de Contadour sont nées. Ils se retrouveront désormais chaque année à Pâques et en septembre. Ici, on est sur le signe de la nature et de la paix. Chacun contribue à la vie matérielle. Il n'y a pas d'inscription, pas d'obligation, c'est un rayonnement de liberté. Comme disent certains qui ont participé, on écoute de la musique et du Mozart, on fait de longues promenades, il y aura une trentaine de présents, parfois plus, suivant les moments, autour de la maison. Celui qui est le plus fidèle, c'est Lucien Jacques. De temps en temps, Jean Genot vient nous rejoindre et fait l'animateur. Malgré lui, il ne veut pas être le gourou. Il ne fait pas de discours. Il n'impose pas ses vues. Il accepte toutes les discussions, y compris les désaccords. Il y a autour de lui des adorateurs, adoratrices. Dès 1936, il y a la sortie du cahier de Contadour. Il aura sa place dans le paysage littéraire avant la Deuxième Guerre mondiale. Un passage de la vie au moulin de Contadour. Nous sommes une cinquantaine dans la salle à manger. Le service est pittoresque. Menu, soupe, de courges et à l'oignon. Figues, melons, viande. La veillée se prolonge tard. On joue du violon. Lucien Jacques lit quelques poèmes, extraits du cahier du Contadour. La musique est là, du Bach, du Mozart. Jean Genot écoute avec sa pipe. Il dira, le Contadour doit rester pur, il se doit garder une chapelle. « 1939, son idée change quand les communistes français votent en faveur du réarmement. Il s'éloigne du communisme. Il restera un homme de gauche. Il sera du côté du Front populaire républicain espagnol. Toute sa vie, il restera un antifasciste. Il n'est pas un homme d'action politique. Il déteste parler en public. Il n'aime pas la foule. Pourtant, il décide d'agir qui lui semble d'être un devoir. Il n'ignore pas que la paix va s'effondrer, que l'apocalypse est proche. Pacifique convaincu, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, en cette période, il milite. Activement, sa position est intransigeante. Ni guerre, ni fascisme, ni communisme. Il refuse d'obéir en cas de conflit. Cependant, lorsque la vie de mobilisation lui parvient, il veut protéger sa famille. Il ne veut pas avoir de problème. À contre-cœur, il arrive en retard à l'appel. Avec ses idées contre la guerre, il est alors arrêté pour cause de pacifisme. Il est détenu pendant 2 mois avant de bénéficier d'un non-lieu.
À la sortie de prison, il finit la traduction de Moby Dick de Herman Melville avec son ami Lucien Jacques, et il écrit pour saluer Melville une biographie imaginaire de l'auteur américain. 1942, Junot se rend à Paris en mars et décembre et se monte en compagnie de responsables allemands de la culture. Sans attendre, en 1943, un attentat est perpétré contre sa maison. On lui reprochera une certaine proximité d'idées avec le régime de Vichy. On parlera moins du fait que Junot a hébergé des réfractaires, des juifs, des communistes. C'est un résistant de l'ombre, pas reconnu. À la Libération, il est arrêté le 8 septembre 1944 et incarcéré. Le Comité national des écrivains l'inscrit sur la liste noire. Il purgera 5 mois en prison. Enfin, il sera libéré sans preuve. C'est un homme désabusé. Il se considère comme victime, se retranche dans le silence et se consacre tout entier à l'écriture. De 1945 à 1951, il écrit 8 romans. Des récits comme Angelo, écrit en 1945, publié en 1948, il aura un roi sans divertissement. Et Virgile, création de Voyage en calèche en 1947. 1948, de Noé. 1949, publication Mort d'un personnage. 1950, publication de Hamfort. 1951, Les Grands Chemins. Un important travail a été fait et va porter ses fruits. Le Hussard sur le toit, qui n'achève qu'en 1951 et qui sera un grand succès. Junot est de retour dans le littéraire français. Il sort de la liste noire. Il voyage en Italie. Un an après, en 1953, il y a la publication de Pologne et le voyage en Italie. Junot reçoit le Grand Prix littéraire de Monaco. Dans la même année, il écrit une nouvelle, L'homme qui voulait planter des arbres. La nouvelle véhicule de nombreux messages, écologistes, humanistes, politiques, une ode au travail de la ruralité. En 1944, Junot assiste au procès de Dominici, vieux paysan accusé de meurtre de 3 touristes anglais. Il publiera ses notes d'audience dans la revue Art. Et enfin, Junot a été élu à l'Académie. L'ami de Junot, Lucien Jacques, s'installe en 1955 à Gréoux-les-Bains. Malgré des problèmes de santé, il est soutenu par ses amis. Il continuera à peindre des aquarelles, expose, édite et réalise des décors de cinéma. En l'occurrence, du film de Crésus. Son ami de toujours, Lucien Jacques, il s'éteint à l'âge de 70 ans en 1961. Il faut remonter en 1955 l'aménagement du territoire, celui de la construction du barrage de Serponçon. Jean Junot a un scénario, l'eau vive. Il pose les caméras au milieu des travaux. Le tournage du film durera plusieurs années. Naturellement, Jean Junot assistait à ce combat des monstres de fer contre une rivière à ce jour réputée indomptable. Il y aura une parfaite collaboration entre Jean Junot et François Villers, réalisateur du film.
La chanson sera signée de Guibert. La jeune chèvre passionnée que Giono a cherchée pendant des mois, elle est là. Je vous rappelle son nom, Pascal Audrey. Des Alpes à Avignon, la Durance ne dort jamais dans son lit. Elle est belle, mais ses colères dévorent des fortunes. Elle est aujourd'hui aux prises avec des gens qui parlent un langage d'apocalypse. Il n'est plus question de subir ses fantaisies, mais de la faire entrer en usine. Exiger d'elle non plus sa beauté, mais son travail. Tout le long de cette Durance vivent des familles humaines. Pour ces familles, l'entreprise pose et posera de nombreux problèmes, où les uns ne voient que de la matière à turbiner, les autres se représentent la rivière comme elle est dans les allégories, semblable à une jeune fille. Regarde, l'oncle, je barre la Durance. Voilà, elle est barrée. Et tu barres des nerfs. Allez, allez, essuie-toi. Tu ne sais pas qu'on ne doit jamais se laver les pieds, surtout quand on a du chemin à faire. J'ai pas envie de te porter sur mon dos, moi, et les ânes non plus. Allez, allez, on ne rigole pas aujourd'hui. J'ai encore 300 km à faire avant d'être dans la cour, moi, avec les bêtes. Moi, je vais qu'à Ubaye, j'ai le temps. C'est ça, arrive-y à enrhumer à Ubaye, tu verras ton père. Déjà qu'il est gai comme un pinson, le Félix. Allez, file devant. À sa sortie, le film L'eau vive a été un énorme succès populaire, sélectionné au Festival de Cannes et primé aux États-Unis au Golden Globe en 1959. Dans la même année, Sylvie, fille cadette de l'écrivain, se marie. Il publie Domitien, drame qu'il écrit en 1957. En 1960, il crée sa propre compagnie de production, pour laquelle il écrit le scénario et met en scène le film de Crésus. Le film débutera autour du village de Saint-Étienne-les-Orgues, en avril, avec les acteurs Fernandel et Paul Prébois. On ne sait pas très bien ce qu'on fait. Cochon, tu m'as honte de rire. Je rigole pas, c'est elle qui me chatouille. Un million par seconde pendant 2000 ans, sans dormir, sans manger, jour et nuit. Qu'est-ce que je dis? Sans dormir, sans manger et sans coucher avec Fine. Oh, mais qui est-ce qui couche avec Fine? Dites, mademoiselle Delphine, devant les enfants? Les enfants sont ici pour s'instruire. Tu veux te marier? Oui ou non? Tu me l'avais dit au début. Oh, mais au début, on me dit tout ce qui vous passe par la tête. Et maintenant, il te passe plus rien par la tête. Si, il me passe, tu connais très bien comme ça, que c'est pas la peine de changer. Il adapte son roman Un roi sans divertissement, dont il confie la mise en scène à François Leterrier. Pourtant les hôtesses sont douces, aux auberges bordées de neige. Pourtant patientes les épouses que les enfants ont prises au piège. Pourtant les auberges sont douces, où le vin fait tourner manège. Pourquoi faut-il que les hommes s'ennuient? Pourtant les villes sont paisibles, où tremblent cloches et clochers.
Mais le diable dort-il sous la Bible? Mais les rois savent-ils prier? Pourtant les villes sont paisibles, de blanc matin en blanc couché. Pourquoi faut-il que les hommes s'ennuient? À la sortie, en 1963, le public boude ce film trop surprenant à cette époque. En 1961, Jean Genot préside le Festival de Cannes. Il continue d'écrire des scénarios qui, pour la plupart, ne seront jamais tournés. Ce n'est que plus tard, certains réalisateurs prendront à leur charge les romans de Jean Genot. Le Hussard sur le toit, réalisé par Jean-Paul Rappeneau en 1995, Les âmes fortes, réalisé par Raoul Ruiz en 2001. En 1962, la fatigue se fait sentir. Jean Genot subit un premier accident cardiaque. Il faut qu'il se repose. Il doit se ménager, renoncer à la pipe et au déplacement. Néanmoins, il continue à écrire. Il a près de 8500 ouvrages et revues dans sa bibliothèque, une aide précieuse à son imagination. Il commence à faire paraître régulièrement des chroniques dans des quotidiens de province. 1963, il aborde un nouveau chapitre de l'histoire, le désastre de Pavie. Il traite la bataille et la captivité de François Ier. Résultat, cette fresque historique est abordée par Genot plus qu'un romancier qu'un historien. 1965, publication de Deux cavaliers de l'orage, qu'il a écrit en 1937 et 1942, le récit d'une passion exacerbée. Début de la rédaction d'un roman inachevé, Dragon, qui sera suivi d'un autre, Olympe. En 1969, la fatigue se fait sentir. Il publie Le Cœur de cerf, qu'il a écrit entre 1944 et 1947. En tant que romancier, son œuvre s'achève avec L'Iris de Suse, qui paraît en 1970. Il doit opérer d'une embolie artérielle. Bien avant, Jean Genot avait écrit à son ami Lucien Jacques « Quand j'aurai fini de m'amuser avec un de mes bugneux, je m'amuserai avec un autre, et ainsi de suite, jusqu'au moment où il faudra mourir. » Jean Genot meurt d'une crise cardiaque à Manosque, dans la nuit du 8 au 9 octobre 1970, à l'âge de 75 ans. Il laisse une œuvre magistrale. 50 ans après sa disparition, Jean Genot reste insaisissable. Il deviendra un des plus grands écrivains de son temps, qui ne sera pas sans conséquences. C'était un homme réel. Il y a l'écrivain qui est né dans les tranchées, qui n'a cesse de travailler, de poursuivre la notion du mal, en jouant la carte du pacifisme engagé. Voilà, je suis dans la 5e semaine de confinement. Le portrait de Jean Genot est terminé. Si vous avez un petit vote à me donner, ça sera super. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et restez bien chez vous. Salut!